Je tiens tout d'abord, en guise de préliminaire à cet exposé, à remercier chaleureusement les organisateurs de cette manifestation qui n'ont pas ménagé leur peine afin de faciliter les pleins succès de nos travaux et de nos discussions. Je déplore que l'assistance soit si clairsemée à une heure tardive de l'après-midi, alors même que le sujet exigeait, je pense, une forte mobilisation et une prise de conscience collective en vue d'un sursaut de notre communauté. Je souhaite, à titre personnel, remercier le frère Mwanda, que j'ai connu il y a quelques mois. C'est le lieu de penser aussi à Papa Ferdinand, qui a perdu son frère à Bruxelles. Mais cette conférence, ce propos, disons, je tiens à le dédier à Maman Marie, qui fait partie de la famille du grand Simon Kibangu. Et pour être très précis, puisque de toute façon il s'agit d'échanger, je n'aurai pas le temps d'exposer ce que j'avais prévu de dire, parce que je vois qu'il est un peu tard. Je vais donc devoir me livrer à un exercice qui est toujours délicat, c'est-à-dire le résumé d'une pensée. L'intitulé exact de mon exposé est le suivant: l'accomplissement de la prophétie de Simon Kibangu relative à la libération mentale et spirituelle de l'homme noir. Rétrospective, perspective, prospective. J'ai choisi d'adopter un plan classique. D'abord un prologue qui est intitulé 26 février 1885, 26 février 2011, 126 ans d'humilité et d'humiliation du Congo. Congo cette fois-ci avec K. La première partie est intitulée, donc j'entre maintenant dans le corps du développement, la naissance d'une vocation et l'affirmation d'une mission. Il s'agit bien sûr de la vocation de Papa Simon Kibangu et de la mission qu'il s'est assignée. La deuxième partie est intitulée l'accomplissement de la prophétie et l'actualisation du message spirituel de Simon Kibangu par la jeunesse de l'Abako. Je finirai par un épilogue intitulé « Le Congo, fer de lance de la Renaissance africaine ?» point d'interrogation. Donc je ne fais pas une affirmation, je ne fais pas une négation, et je m'interroge sur la capacité de ce géant à assumer son rôle dans le concert des nations. Je voudrais donc commencer par le prologue, si vous le permettez. Tout d'abord, il faut savoir que la conférence qu'on appelle la conférence de Berlin a commencé le samedi 15 novembre 1884 à 14 h dans le grand hall de la salle de l'empereur, c'est-à-dire Bismarck, l'empereur d'Allemagne, Bismarck. Et cette conférence était prévue pour durer seulement 2 semaines. Or, entre le 15 novembre 1884 à 14 h et le 26 février 1885 à 16h30, vous-même vous voyez combien de temps cette conférence a duré. Donc c'est la première conférence du genre dans l'histoire qui n'a pas pu épuiser sa feuille de route, si je puis m'exprimer ainsi. C'est du jamais vu. Et on a vu des nations s'étriper, au premier rang desquelles nous notons l'Angleterre, la France,
les États-Unis d'Amérique, la Suède, le Danemark, la Turquie, la Russie, la Belgique, etc., etc. Et parfois, certains plénipotentiaires de ces nations n'avaient jamais mis les pieds en Afrique. Donc, on s'est retrouvé avec une situation absolument cocasse, où des diplomates, des hommes d'affaires, des explorateurs, des mercenaires et toutes sortes d'aventuriers se sont affairés autour d'une carte qui était une fausse carte. Hein, j'ai prévu de vous la projeter, malheureusement pour des raisons techniques, ça n'a pas pu se faire. C'est la fameuse carte de Kiepert. Kiepert était un cartographe qui pensait que l'Afrique était la continuité du royaume du père Jean, le roi, le Jean. C'est-à-dire qu'il y avait une mythologie d'un roi éthiopien imaginaire qui permettait, dans son royaume, d'avoir un concentré de toutes les richesses de la terre que Dieu a données à l'homme. Donc vous voyez, il saute aux yeux que toutes les richesses de la terre n'étaient pas concentrées dans le lieu qu'on appelle la terre sainte de Palestine, encore moins en Europe, qui est le continent par excellence de la mission civilisatrice, mais sur la terre même, où les hommes sont quantité négligeable, sont des sauvages, sont réfractaires à la civilisation, n'ont aucune tradition culturelle digne de ce nom. Donc, ce qui est important, c'est que la conférence, malgré sa durée exceptionnelle, comme je l'ai montré, samedi 15 novembre 1884, hein, et ensuite le 26, lundi 26 février 1885, il y a eu 8 réunions. Donc des réunions qui étaient des panels en fait, duraient 2 mois. Une seule réunion durait 2 mois. Alors celle qui a le plus duré, c'est la réunion qui devait déterminer le sort du Congo. Donc je n'ai pas voulu m'étendre sur les autres pays. Alors, je vais vous parler un peu de comment on a tranché le sort du Congo. C'est la meilleure façon et la meilleure transition pour aborder la figure de Papa Simon Kibangu. D'abord, les réunions étaient présidées par 2 hommes. Asfeld, le comte Asfeld, et un conseiller qui avait un nom très prédestiné, un certain Bush. Bon, et ces réunions faisaient l'objet de disputes entre les Anglais et les Américains. Au départ, le roi des Belges, Léopold, faisait semblant d'être en retrait. Parce que l'enjeu et le point de focalisation de ces joutes diplomatiques, c'était précisément le sort du Congo et du bassin du Congo. Et je vous dis que d'après Hasveld, le bassin du Congo était le lieu qui, sur la terre, avait le plus de richesses. D'abord, les cours d'eau, les métaux précieux que la conférence a énumérés de façon exhaustive. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que l'Angleterre convoitait le Congo, le bassin du Congo, la France convoitait le bassin du Congo, le Portugal se prévalait d'une légitimité en raison de sa précocité dans la région en tant que puissance esclavagiste. Et même la Hollande avait des prétentions sur le Congo. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont Léopold a fini par emporter le morceau. Alors, je parle effectivement de ce que vous appelez aujourd'hui la RDC. Mais il faut savoir que le bassin du Congo dont on parlait à l'époque allait du sud du Gabon jusqu'à l'Angola, en passant par toutes ces régions. C'était, pour ainsi dire, la région même des grands lacs africains, jusqu'aux confins de l'Afrique du Sud, qu'on appelait le Petit Congo. Maintenant, nous allons voir, lorsque nous allons aborder la pensée de Papa Simon Kibangu, qu'il y a un autre Congo. Ce Congo, c'est le Congo Katiopa, avec ses fils dispersés à travers le monde, et voués à un esclavage éternel par ceux-là même qui disent qu'ils agissent au nom de Dieu, c'est-à-dire les missionnaires européens. Donc, cela veut dire quoi?
Cela veut dire que nous faisons souvent une confusion dommageable entre le Congo-Katiopa, qui était le nom de l'Afrique, en fait, et le royaume du Congo, avec les bifurcations territoriales postérieures. Donc, ce que je veux dire, une fois cette précision faite, c'est que les rivalités entre Sir Édouard Mallet d'Angleterre et les représentants plénipotentiaires des États-Unis ont amené les Américains à dire que finalement c'est l'association. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça aussi. Si nous avons accès à notre histoire à travers la version de nos bourreaux, cette histoire ne peut pas être une histoire objective. On ne peut pas puiser une conscience historique saine dans une histoire falsifiée. C'est la raison pour laquelle on occulte le rôle capital de ce qu'on appelle l'association internationale pour la conquête du Congo. Comment dirais-je, c'est-à-dire c'est en anglais le terme, mais c'est plutôt pour l'exploitation du Congo. C'est une association internationale pour l'exploitation du Congo qui a été fondée par Léopold II et par un certain nombre de Belges, dont beaucoup étaient des Flamands, etc., pour aller là-bas prendre en main le pays. Et je finirai rapidement par un extrait de l'acte final de la conférence. Donc c'était le 26 février 1885. Et c'est ceci, c'est Bismarck lui-même qui a dit. Parce que Bismarck était venu à l'ouverture, et après il a disparu. Et il est revenu à la clôture. Et à la clôture, il dit ceci. Messieurs les ambassadeurs, au nom de Dieu Tout-Puissant, je crois répondre au sentiment général de cette assemblée en saluant avec satisfaction la démarche de l'Association internationale pour l'exploitation du Congo et en prenant acte de l'accord qui s'est fait autour de nos résolutions. Ainsi, le nouvel État du Congo est appelé à devenir un des principaux gardiens de l'œuvre de civilisation européenne, un des principaux gardiens de l'œuvre de civilisation européenne que nous avons en vue. Et je formule des vœux pour que son développement prospère au bénéfice des nations d'Europe et pour l'accomplissement des nobles aspirations de notre illustre fondateur, c'est-à-dire Léopold II. C'est comme ça que ce bout de territoire, qui a fait l'objet encore d'un troisième découpage. Donc, j'avais sur ma clé USB toutes les formes de découpage, etc. Et ce troisième découpage a fait finalement que c'est devenu l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire une possession personnelle du roi des Belges. Ce n'est même pas une colonie belge. C'est un État indépendant qui est un domaine, au sens où on parle d'un fief au Moyen-Âge, exclusif, appartenant au roi Léopold. Comme son jardin, quoi. Donc c'est sa chasse à cour. C'est quand le roi est fatigué, il va là-bas pour aller chasser du gibier et pour prendre du bon plaisir. Il faut bien comprendre ça, parce que tant qu'on parle, et vous savez, la charge symbolique, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous invitez pour les cérémonies de l'indépendance de la RDC, le roi des Belges, comme invité d'honneur, et que ce roi n'a fait aucun acte de conscription, je sais pas. De construction. Oui, de contrition. Mais c'est gravissime, parce que ça veut dire que le deuil même de toutes les victimes et de vos martyrs, vous ne l'avez pas fait. C'est comme si vous aviez livré la mémoire de ces victimes et si vous leur aviez infligé une deuxième mort. Donc, comment est née la vocation de Simon Kibangu, puisqu'il faut aller à l'essentiel? Je crois que ce qui compte, c'est plus les propositions qu'autre chose. Je dirais d'abord que tout être humain, quel qu'il soit, il a face au monde dans lequel il vit des interrogations qui structurent sa destinée.
La première interrogation, c'est d'où viens-je? C'est la question radicale des origines. C'est la plus radicale. La deuxième interrogation, c'est qui suis-je? C'est la question de l'identité. La troisième interrogation, c'est quelle mission suis-je venu accomplir sur Terre? C'est la question de la vocation. Et la quatrième question, c'est où vais-je? Quelle sera ma destinée après la mort? À quel sort nous sommes voués? Quel est notre destin post-mortem ensemble? Ces quatre interrogations, ce ne sont pas tous les hommes qui se les posent. Il y a des hommes qui restent dans la virtualité ontologique, c'est-à-dire ils satisfont juste des besoins physiologiques. Mais il y a des hommes qui se posent ces questions. Mais pour que tu te poses ces questions, il faut qu'il y ait d'abord un milieu dans lequel tu te poses ces questions. Alors je vais dire rapidement qui est Simon Kibangu en partant de l'origine du peuple bantou du Congo. Et il est certain que le peuple bantou du Congo provient, comme les autres peuples de l'Afrique subsaharienne, de la vallée du Nil, dans la région des Grands Lacs, qu'on est en train de saigner là. Donc c'est des autochtones de la région des Grands Lacs. Comment nous le savons? Parce que tous les prêtres de l'ancienne civilisation du Soudan, que ce soit le Soudan méroïtique ou napatéen, ou alors de l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire les contrées nilotiques, nous suivons donc ici un mouvement migratoire sud-nord du paléolithique supérieur jusqu'à la période dynastique. Et nous observons que ce peuple avait une vocation extrêmement spirituelle. Et l'étymologie du mot Congo en égyptien ancien, puisque les langues bantoues et l'égyptien ancien ont une parenté génétique que nous devons étudier, il faut étudier les origines aussi de nos langues. Et ce n'est pas tellement chasseur de léopards, c'est dompteur de léopards. Chasseur, ça veut dire on chasse juste pour tuer, pour la viande. Dompter, ça veut dire qu'on connaît le langage du monde animal. Et on sait s'approprier le monde animal. Et donc, tous ceux qui étaient dans cette confrérie, ils avaient un signe distinctif depuis l'Afrique du Sud. Ils portaient des peaux de léopard. Donc on les appelle la confrérie des hommes léopards. Aujourd'hui, nous avons honte de ces choses, parce que nous nous prétendons chrétiens. Mais dans les faits, un Congo, c'est un homme qui connaît les codes et les signes qui permettent de dompter et de se concilier la grâce d'un animal totémique qui est le léopard. C'est un animal divin. C'est un animal qui fait partie de ce qu'on appelle le cercle des dieux ancestraux, primordiaux. Il en résulte donc que pour nous, le peuple bantou qu'on appelle Congo là, est un des peuples les plus élevés et les plus dignes de l'Afrique, qui occupe un des territoires les plus vitaux pour l'Afrique. En d'autres termes, ce que je vais oser ici, c'est ceci, et vous allez mesurer l'enjeu sur la base de ce que je vais dire. Il ne peut pas y avoir de renaissance de l'Afrique sans le Congo. Voilà, parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Donc comment pouvez-vous imaginer un jour la libération de l'homme noir, sa libération spirituelle, mentale, qui est le prélude à sa libération économique? Parce qu'on oublie souvent cette dimension. On croit que c'est juste un problème d'argent, un problème de gratte-ciel, un problème de soins, et on nous emmène tout le temps dans une problématique étriquée du développement. Mais non, l'être humain a besoin de s'épanouir. Ce qui est plus important pour l'être humain, c'est la dignité. Alors, Papa Simon Kibangu, c'est qui? C'est celui qui a apporté au Congo la culture de la dignité. Je m'explique. Il y a donc, parmi ceux qui ont apporté des réponses à ces quatre interrogations cardinales dont nous avons parlé, il y a des gens qui, eux, ne surgissent que tous les 5 millénaires dans le cycle de l'évolution de l'histoire. On les appelle, en égyptien ancien, les grands voyants, ou Maou. Les grands voyants. Ils sont grands voyants en quoi? Ils ne sont pas des gens qui vont préparer par des prédictions et ce qu'on appelle le royaume de Dieu qui va venir. Ça, c'est pas vrai, ça.
ce sont des gens qui disent que c'est parce que nous avons rompu avec les valeurs de l'âge d'or que nous sommes dans cet état. Et l'âge d'or pour Simon Kibangu, c'est quoi? C'est Congo Katiopa. C'est l'époque où l'homme noir était en harmonie avec lui-même. Il était en harmonie avec les autres êtres humains. Ce qu'on appelle les Bantus. Et il était en harmonie aussi avec les forces cosmiques et les divinités de la nature. Donc, cet âge d'or, Simon Kibangu a été initié à cela. Donc, ce que je dis là, c'est sujet à controverse ici en France. Mais au niveau des États-Unis, quand nous faisons des conférences, les gens savent que c'est la réalité. Mais en France, il paraît que non, Simon Kibangu a été baptisé à telle date, après quand il a connu Jésus-Christ, mais là il a... Mais non, l'homme noir connaissait Dieu des millénaires avant le blanc. Le blanc parle de Dieu, mais il est incapable d'agir en homme de bien et en homme de vertu. Donc c'est quand même un paradoxe. Donc, ce que nous voulons que les Africains comprennent, c'est que la vocation et la mission de Papa Simon Kibangu, c'est d'abord de donner à l'homme de Congo Katiopa. Donc vous voyez, on déborde le cadre de ce qu'on appelle les Bas-Congo maintenant. Pour embrasser le destin de tout un continent. Voilà, absolument. Donc, cette question centrale qu'on ne voit pas souvent, parce que les adversaires de la BACO disent qu'il y a une focalisation sur une ethnie. Et que cette ethnie est destinée à dominer. Je parle de la version des adversaires. Là-bas. On ne peut pas m'opposer à démentir parce que c'est la vérité. Donc, ça veut dire que les Baluba, les autres ethnies, doivent être sous l'emprise des Bas-Congo et que c'est ça l'a priori de la BACO. Alors, je voudrais dire ici, de la façon la plus claire, que nous avons trois sources auxquelles nous nous référons. Donc, nous allons rapidement faire ce qu'on appelle un condensé, une lecture de ces trois sources très rapidement. Vous avez un document, donc il vous est loisible de le consulter. Et ce document, nous nous le sommes procurés à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Hein? Donc il est référencé, vous voyez bien la référence en bas. Et il date, ce document, du 11 septembre donc 1921. C'est un rapport qui a été fait en Kikongo, puis en flamand, puis en anglais, par des gens infiltrés dans la société secrète de Simon Kibangu, qu'on appelle Kintwadi. Et ces gens qui avaient été infiltrés, je ne voudrais pas donner leur nom, c'est l'histoire, les Makutu, les Mpiodi, les Mukendi et autres. Ils ont donc donné un rapport à Léon Morel, qui était un des policiers, en guillemets, belges. Et dans le rapport, je l'ai produit ce document pour la première fois, parce que je voulais tordre le cou à des documents qui circulent partout, y compris sur Internet, et qui accréditent l'idée selon laquelle Simon Kibangu aurait été condamné pour avoir défendu le christianisme. Donc il faut bien qu'on se comprenne, parce que là, nous avons affaire à une source qui est explicite. Merci. C'est-à-dire que là, nous avons... Alors, rapidement, je prends 3 passages de ce document qui me paraissent très importants. D'abord, Simon Kibangu dit qu'il a reçu une vision. Il a eu une vision. Et que cette vision l'a mis en présence de certains êtres qui ne veulent pas du bien au peuple Congo. Et il les appelle donc des esprits des ténèbres. Et il dit que même parmi les gens qui sont dans le Kintwadi, c'est-à-dire dans le sanctuaire des initiés, il en est qui sont avec ces esprits des ténèbres. Parce qu'on leur fait miroiter une ascension sociale ou que sais-je. Mais il dit que lui, ce qui lui a permis de voir clair, c'est le grand esprit puissant, Nzambi Ampungu. Ce grand esprit puissant lui a permis de sonder le cœur des esprits de la nuit. Parce que ce grand esprit puissant n'a jamais abandonné ses enfants. Ce sont ses enfants qui l'ont abandonné.
en se faisant appeler Alfonso Ier, en recevant l'onction des esclavagistes et en disant qu'ils ont une capitale qui s'appelle San Salvador, en abandonnant même leur langue pour étudier le latin et le portugais. Bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'adresse non pas aux gens qui sont dans la RDC actuelle, mais aux nations, toutes les nations de Congo-Katiopa, Kula, Mikangu, Mia Congo-Katiopa, et leurs descendants dispersés sur la terre. Bien. Donc, quel est le point central qu'on a du mal à décoder jusqu'à présent? Il dit voilà, le message en substance est le suivant. Les temps nouveaux s'annoncent où l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Bon, maintenant, les blancs, en apprenant ça, on dit mais comment ça l'homme noir va devenir blanc? Le blanc c'est le Seigneur, l'homme noir ne peut jamais devenir blanc, c'est subversif. Mais ce qu'il voulait dire ici, c'est que lorsque l'homme noir aura, par les épreuves que le grand esprit puissant lui a envoyé, il aura fait la preuve de sa purification. Il aura abandonné la sorcellerie. Il aura abandonné un certain nombre de pratiques qui ramènent dans le sanctuaire les esprits du mal. À ce moment-là, l'homme noir retrouvera sa place de guide spirituel de l'humanité. Donc les blancs connaîtront de nouveau les épreuves. Mais ce que Simon Kibangu a dit qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas se venger des blancs contre les blancs. Parce qu'on va inaugurer un cycle infernal de haine, violence, haine, violence. Donc il est non violent. Non violent. Et parce que nous, on a cité tout à l'heure Gandhi, mais ce sont les Zoulous. Et que quand Gandhi était avocat là-bas, lui ont appris ces choses-là. Ah oui, Gandhi n'a pas appris ça chez les Ariens, hein, les castes des Ariens. Eux, ils tuaient les intouchables. Ah oui. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la non-violence dont on parle, ce n'est pas une attitude de passivité. C'est une attitude d'autodéfense, mais basée sur la morale et les valeurs. Donc il ne faut pas infliger à l'autre, même si c'est un blanc, ce que toi, tu ne veux pas qu'on t'inflige. C'est cette pensée qui s'est révélée subversive pour les missionnaires et tous ces gens-là, qui voulaient que les Noirs adoptent une attitude de haine, déjà entre eux, puis de transfert d'agressivité vis-à-vis du blanc lui-même, le Mundele. Donc ça, c'est ce côté-là qu'on a mis en avant pour le condamner. Mais, pour aller vite, je termine en disant que ce n'est pas lui, Simon Kibangu, qui s'est mis en avant. Parce que tout le monde dit le prophète Simon Kibangu, etc. Que Simon Kibangu avait des ambitions pour lui-même, etc. Non. Simon Kibangu voulait mettre ses ambitions au service de son peuple, et non le peuple au service de ses ambitions. C'est ce détachement que vous voyez même à travers la manière dont il s'habille, la simplicité, la vie d'un saint. Et donc, ce que je veux dire ici, et c'est ça le plus important, Simon Kibangu annonce que quelqu'un viendra, l'envoyé du grand esprit puissant, et combattra les forces de l'iniquité qu'il avait cru à jamais mort. Il va incarner les valeurs spirituelles authentiques du peuple bantou du Congo-Katiopa. Et il va libérer l'homme noir de l'humiliation et de la servitude. Et en faisant cela, il va libérer même l'homme blanc de son complexe de supériorité. Donc il va apporter à l'humanité ce qu'on appelle maintenant l'alliance de la communication Nsingawambila, hein, et toutes les formes de concorde que le christianisme a éloignées de la communauté des hommes. Donc voilà le point focal de la doctrine. Maintenant, je parlerai de l'actualisation et de l'appréciation de la naissance de Labako. Je voudrais aller très vite
je n'entrerai pas dans une polémique entre les gens qui pensent que l'Abaco est né comme un mouvement ethnique ou régionaliste. Et je dirais simplement que, historiquement, l'Abaco était un mouvement pour tout le peuple Congo et le peuple noir. Je sais qu'il y a des divergences, j'ai lu beaucoup de choses, je crois que Mwanda lui-même m'a montré, où Lumumba est pris à partie et critiqué vivement. Je fais partie de ceux qui pensent que les voies et les stratégies utilisées par Patrice Emery Lumumba d'un côté et Kasavubu de l'autre sont des voies différentes au niveau de la méthode et de la stratégie. Mais je crois que sur le fond, l'objectif visé de part et d'autre, c'était quand même l'indépendance du Congo. Et il y a eu des sacrifices, des gens ont été tués pour ça. Hein, on parle souvent de l'outrance verbale de Lumumba, mais on parle très peu de son sacrifice finalement. Parce que le don absolu de soi, par soi et pour toute l'humanité, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont composé avec les Belges, jusqu'au bout. Et certains passent aujourd'hui pour être des directeurs de conscience de la vie politique à RDC. Et ils détournent même la mémoire de Kibangu. Pour dire, finalement, Simon Kibangu, c'était quoi? C'était un homme accommodant pour le système en place. Simon Kibangu, c'était un chrétien qui adorait Jésus et qui voulait que tous les Noirs soient évangélisés. Il y a bien des gens qui actuellement le font. Et c'est même devenu, excusez-moi, je vais oser une expression un peu polémique, mais vous verrez par la suite que tel n'est pas mon esprit est un esprit de concorde. Et c'est-à-dire, c'est devenu le fonds de commerce de certains politiciens. Hein? À l'époque du moboutisme triomphant, je me souviens avoir été à Lubumbashi. Et à l'époque, c'était l'université au Chaba là-bas, à Lubumbashi. Les gens disaient que Simon Kibangu, c'est Mobutu qui est venu accomplir sa prophétie, n'est-ce pas? Et beaucoup sont encore vivants, ils sont actuellement dans le Parlement congolais. Il y a d'autres qui disent non, Simon Kibangu était l'ennemi des Belges, d'autres disent il était ceci, cela. En fait, Simon Kibangu était un visionnaire qui est venu accomplir une mission sacrée. Et je crois que sur cette question-là, je vais terminer sur ça. D'ailleurs, je salue la présence du grand frère qui vient d'arriver. Je terminerai sur ça en disant que le plus important aujourd'hui, dans toute cette histoire, c'est quel est le testament de Simon Kibangu à la jeunesse du Congo, que ce soit le Congo au sens où vous l'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire le territoire dénommé la RDC. Nous avons fait une rétrospective pour montrer comment tout ça a été tracé, hein, mais en même temps le Congo-Katiopa, c'est-à-dire l'Afrique et sa diaspora mondiale dans le concert des nations. Moi je pense que pour bien actualiser le message de Simon Kibangu, il faut d'abord partir d'une évidence, c'est que l'homme noir est victime d'un esclavage mental. Il n'aime pas sa propre couleur de peau. Il n'aime pas parler sa propre langue. Il présente des symptômes névrotiques extrêmement préoccupants. Donc on ne peut pas demander à un homme qui est en conflit avec sa propre image de devenir un acteur du développement d'un pays. Donc il y a un travail d'abord à faire. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire si on veut vraiment perpétuer le message de Simon Kibangu. C'est la libération mentale de l'homme noir et sa libération spirituelle. Je ne parle pas d'une religion ici. Je parle des valeurs spirituelles cardinales qui fondent la vie et la coexistence des êtres humains en société. Ça, c'est évident. Et on ne peut pas le faire à partir d'une vision étrangère à l'homme congolais. On ne peut le faire qu'à partir de son héritage et de son patrimoine spirituel, culturel. Ça veut dire qu'on doit sortir
de la logique de l'autoflagellation et de la diabolisation des valeurs proprement congolaises. C'est un premier point. Et donc, je pense que sans cela, c'est comme si vous aviez un ordinateur, mais que vous n'avez pas de logiciel. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est la première chose. Et c'est l'héritage de Simon Kibangu. Un jour, j'avais vu Monseigneur Mosengo à Bruxelles, parce qu'il y avait mon ami Moubabingue Bilolo, qui est égyptologue. Et donc, nous travaillons ensemble avec le professeur Bilolo. Et Monseigneur Mosengo avait dit que, en fait, la doctrine des missionnaires congolais, c'est la doctrine de la pierre d'attente. C'est-à-dire que nous, on connaissait un certain nombre de coutumes ancestrales, etc. Mais au fond, l'idée d'un Dieu personnel, le Dieu du salut, le Dieu de la bonté, le noir l'a reçu du blanc. Bah, à partir du moment où vous dites ça, vous ne pouvez pas demander à un peuple d'être en harmonie avec lui-même et d'avoir la force spirituelle de se relever face à tant d'épreuves. C'est difficile. Le deuxième palier de Simon Kibangu, c'est ensuite la famille, parce que c'est la cellule familiale congolaise qui montre la crise des valeurs. D'abord, je dirais le statut de la femme congolaise. Si aujourd'hui, on viole la femme congolaise impunément, on la violente, on l'humilie, on la souille, et que aucune initiative nationale n'est envisagée pour sortir cette femme congolaise de la tourmente, c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la valeur de la femme comme pilier de la famille. Et c'est à partir de la famille qu'on fait ensuite l'éducation des citoyens. Lorsque toutes les femmes du Congo ont aujourd'hui une haine pour les hommes armés du Congo, c'est-à-dire leurs propres enfants, qui utilisent des armes pour les violer, vous ne pouvez pas concevoir que l'élément féminin de la nation qui est... D'ailleurs, il y a 3 catégories de population marginalisée qu'on peut inclure dans cette stratégie-là. Il y a d'abord les paysans. Regardez les paysans de RDC, leur situation. Il y a les femmes qui sont nos mamans, hein, comme maman Marie ou d'autres. Et puis il y a la jeunesse aussi qui est en exil, qui fuit le pays. Parce que la jeunesse n'a pas d'espoir dans son propre pays. Donc voilà l'Eldorado de l'Europe, la Belgique, partout. Ils sont prêts à aller balayer le sol en Belgique plutôt que de venir construire la RDC. Donc voilà le problème, le deuxième, ce que j'appellerais le deuxième pilier de la pensée de Simon Kibangu, si on voulait envisager une actualisation. Le troisième pilier, c'est quoi? C'est que ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ce que j'appelle les 3 glorieuses du malheur congolais. Tous les politiciens qui, de près ou de loin, ont traversé ce siècle, ont assisté à la sécession katangaise, à toutes les formes de sécession, au pillage et à toutes les formes de guerre civile au Congo. Il ne faut pas qu'ils continuent à diriger le Congo. Parce que le Congo ne peut pas être la terre de l'impunité et la terre de la tolérance et de la licence. Il faut qu'à un moment donné, un homme politique, c'est pour ça qu'on dit qu'un politicien doit être responsable. Un homme politique doit assumer au plan de la nation ce qu'on appelle ses actes politiques. Donc il faut faire ce qu'on appelle un inventaire et un bilan de la classe politique congolaise. On ne peut pas concevoir que des gens se métamorphosent pour pérenniser leur survivance politique et leur carrière au détriment de la situation et de la tragédie congolaise. Donc tous ceux qui ont pris part, on la souille, et que aucune initiative nationale n'est envisagée pour sortir cette femme congolaise de la tourmente, c'est tout simplement parce que on ne connaît pas la valeur de la femme comme pilier de la famille. Et c'est à partir de la famille qu'on fait ensuite l'éducation des citoyens. Lorsque toutes les femmes du Congo
ont aujourd'hui une haine pour les hommes armés du Congo, c'est-à-dire leurs propres enfants, qui utilisent des armes pour les violer, vous ne pouvez pas concevoir que l'élément féminin de la nation qui est... D'ailleurs, il y a 3 catégories de population marginalisée qu'on peut inclure dans cette stratégie-là. Il y a d'abord les paysans. Regardez les paysans de RDC, leur situation. Il y a les femmes, qui sont nos mamans, hein, comme le maman Marie ou d'autres. Et puis il y a la jeunesse aussi qui est en exil, qui fuit le pays. Parce que la jeunesse n'a pas d'espoir dans son propre pays. Donc voilà l'Eldorado de l'Europe, la Belgique, partout. Ils sont prêts à aller balayer le sol en Belgique, plutôt que de venir construire la RDC. Donc voilà le problème, le deuxième, ce que j'appellerais le deuxième pilier de la pensée de Simon Kimbangu, si on voulait envisager une actualisation. Le troisième pilier, c'est quoi? C'est que ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ce que j'appelle les 3 glorieuses du malheur congolais, tous les politiciens qui, de près ou de loin, ont traversé ce siècle, ont assisté à la sécession katangaise, à toutes les formes de sécession, au pillage et à toutes les formes de guerre civile au Congo. Il ne faut pas qu'ils continuent à diriger le Congo. Parce que le Congo ne peut pas être la terre de l'impunité et la terre de la tolérance et de la licence. Il faut qu'à un moment donné, un homme politique, c'est pour ça qu'on dit qu'un politicien doit être responsable. Un homme politique doit assumer au plan de la nation ce qu'on appelle ses actes politiques. Donc il faut faire ce qu'on appelle un inventaire et un bilan de la classe politique congolaise. On ne peut pas concevoir que des gens se métamorphosent pour pérenniser leur survivance politique et leur carrière au détriment de la situation et de la tragédie congolaise. Donc tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à la tragédie congolaise doivent devant un grand conclave de la nation dire et reconnaître leur bilan, assumer leurs actes, de manière à ce qu'il y ait ce que moi j'appelle maintenant un renouvellement de la classe politique congolaise. Nous entrons donc dans une phase nouvelle, c'est celle du renouvellement de la classe politique africaine et congolaise. Tant qu'on ne fait pas ça, parce que qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois que, voilà, il y a M. Tshisekedi qui va être candidat. À côté, on discute pour savoir qui va représenter la sensibilité de Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais M. Tshisekedi, c'est un homme qui a compris plus tard que le système de Mobutu était un système qui ne permettait même pas à ses propres rentiers de faire leur beurre, et qui s'est révolté contre un homme et contre un régime. Mais il ne s'est pas révolté contre un système. Donc il faudrait poser le problème de savoir si le changement, oui, si le changement du système n'est pas quelque chose de plus important que le changement des hommes. Parce que les hommes passent, mais les systèmes demeurent. Et nous vivons aujourd'hui les effets dommageables de ce système. Le dernier point, je vais terminer sur ça, c'est la question, si vous voulez, du contrôle des ressources de la RDC et de l'audit de la dette de la RDC. Et aussi le bilan de ce qu'on a fait de l'argent de la RDC. D'abord, où est l'argent de la RDC? Quand on prend le diamant, quand on prend le coltan, quand on prend toutes ces richesses, quels sont les circuits financiers qui, pour ainsi dire, sont drainés par cette manne? Et pourquoi le peuple congolais ne voit jamais des infrastructures comme des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Pourquoi il y a une telle paupérisation sur une terre aussi insolemment riche et dotée par la nature? Donc il faudrait que la classe politique fasse les états généraux de la lutte contre la corruption des élites politiques et
Donc, je pose maintenant le problème de l'Occident. Et je vais citer un autre monsieur, qui est Louis Michel. Donc, c'était en Belgique. Monsieur Louis Michel était en train de parler du fait que les Congolais et leur classe politique est corrompue. Et que c'est ça le drame du Congo. Alors, je lui ai posé cette question simple. J'ai dit, peut-il exister des corrompus sans corrupteurs? Et où est l'argent de la corruption? Il a dit non, l'argent, il le dépose en Suisse, en Belgique ou ailleurs, mais jamais en RDC. J'ai dit, dans ce cas, ça s'appelle tout simplement recel d'argent sale. C'est du recel. Vous êtes des receleurs, monsieur Louis Michel. Vous et votre groupe, vous êtes des receleurs. On a dit, bon, c'est un jeune agité, et il faut... Parce que Louis Michel, c'est quand même l'ami des Africains. Donc, il ne faut pas qu'on le rudoie un peu. Mais j'ai dit, ce sont des receleurs. La preuve, lorsqu'une dictature, ils découvrent, au moment de la chute, qu'une dictature est une dictature, leur premier réflexe, c'est de geler l'argent. Mais le mot gel ne convient pas. Voilà, c'est-à-dire le mot gel n'est pas adéquat. En fait, c'est la confiscation des deniers volés du peuple congolais. Si demain, Joseph Kabila, la foule et la population décident qu'il n'a plus le droit de diriger le Congo, vous allez voir ses plus proches amis et ceux qui l'arrosent de sa générosité dire que mais c'est un dictateur en fait. Hein? C'est un dictateur. Ils savent que Joseph Kabila décide en pleine controverse électorale de faire une élection à un tour. Ce qui signifie dans le contexte actuel de la RDC une réélection sans deuxième tour. D'accord? Par toutes les manœuvres frauduleuses que nous connaissons en Afrique. Et aucune puissance européenne n'a dit c'est pas normal. On n'a même pas fait un référendum d'initiative populaire. On a pris quelques politiciens corrompus et on leur a dit signer que c'est comme ça. Mais ces politiciens qui ont fait cet acte de forfaiture, ils doivent répondre devant le peuple congolais. Pourquoi cette impunité? Vous voyez bien ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Les hommes qui ont mis Joseph Kabila là, qui lui ont donné l'onction et un semblant de suffrage populaire, ces mêmes hommes disent maintenant qu'ils sont candidats pour être président à leur tour. Mais pourquoi ils ont pris tant de temps pour comprendre que ce régime n'était pas un régime qui servait la nation? Je parle ici de Vital Kamerhe. Donc, je vais conclure en disant que l'actualisation de la pensée de Simon Kibangu ne peut pas être l'œuvre de la génération congolaise qui a bradé le pays. Il faut qu'on soit clair. On ne peut pas utiliser le message du plus vieux prisonnier de conscience de l'histoire universelle. Vous savez bien que Nelson Mandela au moins est sorti. Il est même devenu président. Mais l'autre, il est mort là-bas. Il est mort en prison. Voyez bien. Donc, je ne vois pas comment les Congolais ont cette prétention à dire, d'ailleurs c'est Mobutu qui a fait cette messe-là, et voilà, Lumumba c'est le héros national. Et ils ont fait une parade avec la photo de Lumumba, où son bourreau dit, voici le héros national. Et tous les Congolais disent, nous allons fêter le héros national, mais ils évitent d'appliquer la pensée panafricaine de Lumumba. De la même façon, les militants de l'Abaco qui sont morts pour l'indépendance et la dignité de l'homme congolais, en continuité avec la pensée de Simon Kibangu, comme nous l'avons montré depuis tout à l'heure, ces militants de l'Abaco, aujourd'hui, on utilise leur combat pour essayer de faire le contraire, c'est-à-dire donner aux Occidentaux et brader les ressources du peuple congolais. Et on appelle ça le nationalisme congolais. Mais ce n'est pas sérieux. Donc il faut une nouvelle génération de Congolais. Et moi, la raison pour laquelle j'ai accepté de participer à cette rencontre, c'est d'abord parce que ceux qui sont venus, que ce soit le frère, le vice-président, que ce soit le frère Mwanda ou la sœur, vous voyez, ce sont des gens qui sont nés, ils n'ont jamais connu la colonisation. Mais ils ont été au contact de l'homme blanc. Ils ont vécu en symbiose avec l'homme blanc. Et ils savent maintenant que l'homme européen ne connaît que ses intérêts. L'homme européen n'aime pas plus les Congolais que les Rwandais.
Il n'aime pas plus les Rwandais que les Ougandais. Il n'aime pas plus les Ougandais que les Béninois. Il va au plus offrant. Et le jour où le plus offrant est en situation de disgrâce politique, il dit alors et il découvre à la face du monde que c'était un dictateur de la pire espèce qu'il a accompagné et dont il a fait le lit et la carrière. C'est le lieu donc de terminer en disant que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission historique, la remplir ou la trahir. L'homme qui dit ça, c'est un Martiniquais, Frantz Fanon, et c'est lui qui a reçu des dirigeants angolais à Alger pour créer le premier comité exécutif du FLNA. Vous voyez, c'est le FLN, Front de Libération Nationale, de l'Angola. Hein, donc les Holden Roberto et tout ça ont bénéficié des compétences idéologiques, théoriques de ce grand personnage qui a écrit Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre et d'autres ouvrages. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons la création d'une structure qui ne va pas faire de la politique politicienne, mais qui va éduquer les futurs acteurs de la renaissance du Congo et de l'Afrique. Et une telle structure pourrait, je dis bien, et réellement cette fois-ci de façon légitime, s'approprier l'héritage de Simon Kibangou, non pas pour le fossiliser, mais pour en faire un instrument de libération de l'homme noir. Et une telle structure pourrait être un institut panafricain, ou un institut d'études panafricaines Simon Kibangou. Je pense que ce serait une bonne façon de rendre hommage à un homme qui s'est sacrifié, et dont tout le monde récupère l'héritage pour faire un fonds de commerce un peu comme les marchands du temple de l'époque. Je dirais également que nous ne pouvons pas faire cela si on ne lutte pas contre le micro-tribalisme. Le cancer du micro-tribalisme. C'est-à-dire l'idée que tous ces Africains-là appartiennent à des ethnies qui ne se connaissent pas, et qui sont hostiles les unes aux autres. Le monde entier nous perçoit comme un seul groupe de nègres. Mais nous sommes les seuls à dire non, moi je suis Yoruba, l'autre est Bambara, l'autre est Dogon, et on finit par faire rire le monde entier. D'autre part, on sait très bien qu'un pays comme le Bénin ne peut pas faire face à des monstres géostratégiques comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Ne serait-ce que parce que le simple budget de l'État béninois, c'est le budget de l'hôpital Jean Pompidou. Donc on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut penser à un grand ensemble africain, un État fédéral d'Afrique noire. Et dans cette perspective, nous voyons naturellement 4 grandes régions émerger. Je terminerai sur ça. C'est un scénario, une vision qu'un tel institut pourrait peut-être approfondir et étudier. Et le premier, c'est l'Afrique australe. Et l'Afrique du Sud a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique australe. Il faut une intégration économique, c'est-à-dire une libre circulation des hommes, des idées, des produits, etc., sans passer par les barrières douanières de l'Europe. D'autre part, la RDC est le pôle fédérateur régional de l'Afrique centrale. Je dis même que sans la RDC, on ne peut pas électrifier toute l'Afrique. Le barrage d'Inga, toutes les potentialités de la RDC font de la RDC le leader de la renaissance africaine, naturellement. Mais il faudrait que la RDC sorte de ces démons, que sont justement le micro-tribalisme et le micro-nationalisme africain. D'autre part, le Nigeria a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Éthiopie, quand bien même on l'a amputé d'une partie de son territoire pour l'empêcher d'accéder à la mer, à savoir l'Érythrée, a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique orientale. Quand toutes ces puissances vont se mettre ensemble et que l'Union africaine va cesser d'être une coquille vide, une chambre d'enregistrement des décisions des puissances occidentales et des puissances émergentes, à ce moment-là, le vrai combat pour la libération de l'homme noir va commencer. Et je pense que c'était l'idéal aussi
de Simon Kibangou, c'était sa vision. C'est la raison pour laquelle on a suscité des forces politiques pour émietter l'Afrique du Sud, avec les Boutelesi, etc. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un pôle fédérateur régional fort. C'est la raison pour laquelle on a financé les sécessions successives en RDC. C'est la raison pour laquelle on a financé une guerre civile au Nigeria pour faire même battre sur le pétrole du Nigeria. Ça a donné la sécession du Biafra avec Ojukwu. C'est la raison pour laquelle on a fait de même pour l'Éthiopie, en faisant que l'Érythrée, tous ces pays-là disent qu'ils sont souverains, alors qu'on sait très bien que ces pays ne peuvent pas exercer la souveraineté internationale, faute d'une réelle politique de sécurité, de défense, etc. Donc la vision de Simon Kibangou n'est pas seulement une vision spirituelle, il faut l'actualiser au plan même des luttes pour les droits humains, les droits de l'homme, les droits de la femme congolaise, et il faut l'actualiser au niveau de ce que j'appellerais toute l'Afrique et le monde noir en général. Aux États-Unis, il y a un institut Simon Kibangou qui fait des études de tous les documents dont nous avons fait état, proviennent pour l'essentiel de ces sources. Et ces documents sont inconnus même de l'élite congolaise. Donc je pense que ce paradoxe-là, il faudrait sortir de ce piège mortel et que le colonialisme et l'impérialisme de l'Occident nous imposent. Et en ce faisant, il faut renouveler les hommes politiques. Il faut renouveler nos dirigeants. Il faut des dirigeants qui soient à l'image de l'homme africain tel que nous l'imaginons et nous rêvons. Que des dirigeants qui soient au service de leur population et non pas au service de leurs propres intérêts et de leur propre clan. Je pense que c'est une façon d'introduire le débat. Nul doute qu'il y aura d'autres idées, d'autres perspectives, et qu'il y aura même un débat, un échange contradictoire. Et c'est tout le souhait de cette introduction. J'avais dit à mes jeunes frères que je serais un peu polémiste, et que ceux qui n'ont pas l'habitude de ce style de discussion, il faudrait que d'avance, ils les rassurent en disant que c'est parce que c'est la figure de Papa Simon Kibangou qui nous met dans cet état-là. Et je voudrais vous demander aujourd'hui de travailler ensemble, tous les fils de la RDC, quelles que soient vos appartenances ethniques, quelle que soit votre carrière professionnelle, votre diplôme, etc., pour le bien et le relèvement de votre peuple. Voilà, je vous remercie.